Bonjour à tous. Bienvenue au webinaire Change or Die vers une nouvelle ère de la cyberassurance. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour une présentation qui devrait durer 40 minutes. À l'issue de cette présentation, vous aurez la possibilité de poser vos questions via le chat qui est disponible en bas à droite de votre écran. J'ai le plaisir d'être accompagnée pour ce webinaire de Roxane Deslandes de la société Citalid et de Jean-Marc Sarter de la société Crystal Decision Hemming. Nous avons quotidiennement le plaisir d'accompagner les entreprises sur le conseil en assurance cyber. Je suis pour ma part Mélodie Alvaro, je suis responsable de l'expertise assurance au sein de Crystal Decision depuis maintenant 3 ans. Et auparavant, j'ai exercé en tant que courtier pour les entreprises de taille intermédiaire et grand compte. La différence entre le courtage et le cabinet de conseil que nous sommes, c'est que nous ne faisons pas d'intermédiation, mais nous intervenons ponctuellement auprès de nos clients sur des missions exclusivement de conseil. Je vais laisser Roxane et Jean-Marc se présenter à leur tour. Jean-Marc Sarter, je suis consultant senior en assurance chez Crystal Decision Group Hemming depuis 6 ans maintenant. Et auparavant, j'étais responsable de service souscription au sein de compagnies d'assurance. Je m'intéresse tout particulièrement à tout ce qui est cyber et participe régulièrement aux sessions du FIC à Lille. Bonjour à tous, Roxane Deslandes, donc partenaire d'Hemming dans la gestion du risque cyber des entreprises intermédiaires et aussi grands comptes. Moi, je suis product manager chez Citalid, qui est une startup qui crée un logiciel de gestion de risque cyber avec de la quantification financière. Alors, ce que nous vous proposons d'aborder ce matin, eh bien, c'est tout d'abord de vous partager nos principaux constats par rapport à l'évolution du marché de l'assurance cyber et en particulier de la menace en elle-même. C'est aussi de soulever certaines problématiques qui peuvent se poser du fait justement de cet état du marché très singulier que nous connaissons et de vous partager, alors en toute humilité, quelques pistes de réflexion pour vous accompagner soit sur la souscription de cette assurance si vous n'avez pas encore franchi le pas, soit de vous accompagner dans le cadre de conseils visant à vous aider également sur le renouvellement de votre contrat d'assurance. Alors, pour commencer, un bref rappel des principaux. Alors, excusez-moi, il y a eu une petite interruption au niveau du son. Donc, tout d'abord, pour commencer, on aimerait vous faire un bref rappel des principales expositions qui pèsent sur l'entreprise du fait du risque cyber. Je vais laisser la parole à Roxane. Donc effectivement, Mélodie, aujourd'hui, on se pose la question de plus en plus de la cyberassurance. Et en fait, ça rejoint la question plus générale déjà de la gestion du risque cyber. Ce qu'on voit aujourd'hui, et ce qui était très difficile aujourd'hui avant de deviner, c'est une évolution de la menace informatique qui s'est considérablement industrialisée sur ces dernières années. Notamment en période de Covid, on a vu beaucoup de groupes de hackers, donc d'attaquants, qui se sont industrialisés et qui ont créé de vrais business models autour du paiement de la rançon. Des acteurs comme par exemple Ryuk, Rival, Avadon, qui ont créé de véritables industries de la rançon avec des attaques qui tournent autour de cet objectif-là, de soudoyer de l'argent auprès des entreprises. Par exemple, en 2021, rien que sur les premiers mois, 6 groupes d'attaquants ont environ compromis 300 entreprises pour un montant de 45 millions de dollars quand même. Donc, c'est incitatif pour les hackers. Derrière, donc, les entreprises sont obligées, pour protéger leur activité, de gérer leur activité par des risques. Sauf que c'est très compliqué pour eux parce qu'ils ne connaissent pas la menace et comment se défendre vis-à-vis de cette menace. De quoi on parle? Donc effectivement, le risque cyber. Déjà, revenir à la base, à savoir comment est-ce qu'on définit ça. Donc c'est effectivement la confrontation d'une menace, plus ou moins probable, face justement à un profil de défense. Donc derrière, c'est un peu l'état des lieux du périmètre d'une entreprise. Qu'est-ce qu'elle a comme valeur qui est attractive pour des hackers? Parce que c'est manifestement un public très opportuniste, et derrière, comment c'est protégé.
Malheureusement, une fois qu'une tentative est réussie, il y a des conséquences financières, mais pas que. Ça peut être aussi des conséquences simplement matérielles ou voire même corporelles, ou difficilement, en tout cas, quantifiables financièrement sur des techniques, je dirais, de base. Et derrière, les entreprises qui prennent de plus en plus conscience de ce risque essayent justement de se responsabiliser et de dynamiser leur protection. Donc derrière, il y a énormément de parties prenantes, les métiers, l'informatique, mais surtout les décisionnaires. Parce qu'en fait, c'est tellement un risque qui est protéiforme et qui évolue très vite. Il faut casser les silos et en fait gérer ça en commission d'entreprise, donc au comité. C'est un réel défi parce qu'on doit partir du patch de la moindre vulnérabilité dans les systèmes jusqu'à une prise de décision sur un partage du risque à l'assurance. Donc tout ça se doit gérer, je dirais, de façon harmonieuse et la seule façon de le faire, c'est de parler tous le même langage, à savoir le langage financier, et derrière de prendre des décisions au plus haut niveau sur un risque qui est maintenant un risque d'entreprise. Donc l'assurance est un des moyens justement de créer, de dynamiser cette gestion de risque résiliente. Alors, effectivement, l'assurance, c'est un levier, c'est le principal levier même de gestion des risques. L'objet de l'assurance cyber, comme l'objet de toutes les assurances, c'est de mutualiser les risques entre l'ensemble des entreprises potentiellement touchées. On verra plus tard que ce n'est pas tout à fait le cas parce que le niveau de couverture est très faible sur les ETI et les PMI, donc la mutualisation ne fonctionne pas vraiment et c'est bien ce qui est à l'origine des conditions de marché actuelles. L'assurance est la réponse opérationnelle et financière en cas de sinistre. Alors financière, ça a toujours été le cas pour tout type d'assurance. Opérationnelle, c'est plus rare. En fait, ce qui est mis à disposition très souvent dans un contrat d'assurance, c'est une cellule de gestion de crise qui intervient dès que vous faites appel à elle, dès que vous êtes victime d'une attaque. Et cette cellule de crise va gérer, ils font ça au quotidien, va gérer, apporter les réponses à l'attaque, ce qui est évidemment la meilleure forme de résilience. Le but ultime, comme pour toute assurance, c'est de protéger le bilan de l'entreprise et d'assurer sa survie. Alors, passons désormais à l'état du marché de l'assurance cyber. Donc, à l'instar de ce qui se passe sur toutes les autres branches finalement du marché de l'IARD, on note un fort durcissement. Alors, ce durcissement, comment se reflète-t-il? Il se reflète tout d'abord sur la hausse des primes. À titre d'illustration et pour reprendre les chiffres communiqués dans le cadre du rapport Lucie publié par l'AMRAE cette année, entre 2019 et 2020, les grandes entreprises ont vu leur taux de prime augmenter de 19% contre 28% pour les ETI. Outre cette hausse des primes, il y a également des restrictions au niveau des couvertures souscrites par les assureurs. On note, à titre d'exemple, des restrictions sur la prise en compte des ransomware, donc le fait que l'entreprise soit victime de chantage par un hacker qui bloque les systèmes et qui demande en contrepartie le paiement d'une rançon, fait partie aujourd'hui des événements que les assureurs ont tendance à ne pas indemniser au regard de la fréquence et pour ne pas dire l'explosion même de ce type d'événements. Il y a également un point sur, je dirais, le nombre d'acteurs susceptibles de souscrire ces risques aujourd'hui, puisqu'on note de moins en moins d'acteurs sur le marché de l'assurance qui sont enclins à souscrire. Là où encore il y a quelques années, 3 ans environ, il y avait un fort dynamisme sur ce marché qu'on appelait d'ailleurs un marché émergent où de nouveaux entrants arrivaient régulièrement pour prendre des parts de marché. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur ces logiques-là. On est plutôt sur une approche vraiment très prudente de souscription par les assureurs. On note justement sur cette prudence également des engagements plus limités des assureurs, puisque en moyenne aujourd'hui, un assureur prend jusqu'à 5 millions d'euros de garantie, là où il y a encore 3 ans, on pouvait avoir un assureur qui souscrivait jusqu'à 10 millions d'euros à lui seul. Ce qui signifie concrètement pour l'entreprise que dans sa démarche de souscription ou de renouvellement de son contrat,
forcément, ça nécessite de faire intervenir un plus grand nombre d'assureurs et ça complexifie bien entendu donc cette démarche puisque voilà, il y a un recours nécessaire à plusieurs acteurs là où auparavant on était sur un placement unique auprès d'un assureur. Il y a également des impacts que l'on note au niveau des franchises qui sont aujourd'hui majoritairement imposées par les assureurs. Il n'est pas rare, on le voit très fréquemment auprès de nos clients, d'avoir des franchises qui sont multipliées par 2, par 3 sur des segments de taille ETI à grand compte. Donc tout ça vient en complément des hausses de primes que j'évoquais juste avant. Et puis d'un point de vue donc souscription, ce que l'on voit, alors il est vrai, hein, il faut le reconnaître que la souscription des garanties cyber a toujours été un exercice complexe, mais aujourd'hui ça l'est d'autant plus. Pour vous donner un peu de transparence sur les process côté assureur, les assureurs sont nombreux à s'être équipés d'agences de notation, enfin de partenariats avec des agences de notation pour concrètement évaluer à partir d'éléments publics le niveau d'exposition et la maturité de l'entreprise sur la protection de ces données. Donc, l'assureur s'appuie sur ces rapports en partie pour guider et orienter sa politique de souscription du risque. Ce qui peut amener, dans certains cas, à un refus de souscription, dans d'autres cas, à une souscription, mais à des conditions très strictes. En complément de ces rapports de notation ou de scoring, il y a également le fameux questionnaire de souscription. Pour celles et ceux qui ont déjà souscrit ces garanties, ça doit vous être familier. Les questionnaires de souscription sont là encore très complexes. Alors, ils ont le mérite d'être assez exhaustifs, mais pour autant très complexes, puisque l'assureur va vraiment s'intéresser à toutes les spécificités de l'entreprise, à sa culture du risque, à ses process en matière de sensibilisation des collaborateurs au risque cyber, par exemple. Ils vont s'intéresser également aux budgets qui sont alloués en matière de prévention chaque année pour réduire le risque et avoir une vision plus précise de la nature du risque propre à l'entreprise. Et enfin, de plus en plus, on le voit en pratique, il y a des réunions de souscription où les assureurs échangent, alors en présence des courtiers, lorsque l'entreprise a un courtier en place, échangent avec l'entreprise directement sur ces risques cyber, sur l'évolution, sur les perspectives de croissance de l'entreprise et l'évolution de ses process, ce qui peut jouer positivement sur l'appréciation qu'a l'assureur du risque. Donc, ça fait vraiment partie des 3 piliers que l'on voit aujourd'hui très fréquemment sur l'approche de souscription ou de renouvellement. Donc, il y a vraiment un caractère très strict et des exigences très fortes des assureurs à être rassurés, en quelque sorte, sur les niveaux de risque qu'ils prennent. Alors, pour apporter une petite touche positive néanmoins à ce tableau, ce que l'on voit comme opportunité pour les entreprises, alors certes, ce n'est pas un dispositif qui est éligible à toutes, mais on voit un retour des captives, en tout cas un intérêt certain pour cet outil alternatif de financement du risque que sont les captives. Alors les captives, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers, sachez que c'est pour une entreprise de créer sa propre société d'assurance et de financer les risques, soit qu'elle a du mal à souscrire directement sur le marché ou soit qui ne sont pas assurables. Donc, le risque cyber fait aujourd'hui partie des risques que les entreprises envisagent de financer par le biais de ces captives pour celles qui en ont déjà une. Alors, il est vrai que traditionnellement, le marché des captives est très dynamique à Luxembourg. Néanmoins, sachez qu'à terme, il y a des discussions aujourd'hui qui sont en cours au sein du gouvernement pour favoriser le retour des captives en France. Donc, ça peut être un levier d'optimisation du coût total du risque et d'assurabilité même du risque cyber, parce qu'aujourd'hui, la problématique est là, c'est qu'aujourd'hui, l'assurabilité du risque est vraiment en question. Alors, l'AMRAI a publié une étude qui s'appelle UCIM,
et qui est très parlante et qui explique assez largement la situation actuelle et la réaction des assureurs. Tout d'abord, le ratio sinistre prime à 167%. Ça veut dire que pour 100 € de prime qui rentre, l'assureur paye 167 € de sinistre. Ça veut dire que collectivement, le marché a mal évalué le risque et a mal évalué la prime nécessaire pour répondre au risque. La sinistralité a explosé en 2020. Bon, les raisons sont connues, hein, multiplication du télétravail, donc des vulnérabilités, spécialisation des attaquants, nouvelles cibles, notamment les hôpitaux. Donc, la sinistralité a explosé et ça ne s'est pas ralenti en 2021. Donc, que s'est-il passé? Il suffit de regarder le pourcentage des entreprises assurées. Les grands groupes avaient très bien compris ce qui était en train de se passer, surtout s'ils sont internationaux. 87% d'entre eux sont assurés. Pour ce qui est des ETI et des PME, c'est à peine 8%. Pourquoi 8%? Parce que, avec la complicité des assureurs, il faut bien le dire, beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire ont considéré que finalement, le risque n'était pas si grave que ça. On a eu des attaques dans le passé, on les a surmontées, ça n'a pas coûté grand-chose, il ne s'est rien passé de spécial. Donc, c'est quelque chose qu'on peut assumer. Pourquoi introduire une ligne de coût supplémentaire dans l'assurance cyber? Ça, c'était le raisonnement avant. Aujourd'hui, les choses ont changé. Donc, pour les entreprises, on a deux situations possibles. Les entreprises qui sont déjà assurées, celles qui ont fait la démarche, qui ont un contrat en cours. Je parle d'un vrai contrat parce que vous avez effectivement des contrats avec une franchise inexistante et un cumul, une limite contractuelle d'indemnité de 50 000 € par an. Donc ça, autant ne pas être assuré. Les entreprises qui sont assurées, l'enjeu est relativement simple. Il s'agit de préserver les partenariats, c'est-à-dire de démontrer à l'assureur que le risque est maîtrisé et notamment de démontrer que les engagements qui ont été pris en matière de protection ont été tenus. Si ce n'est pas le cas, que voit-on aujourd'hui sur le marché? Eh bien, l'assureur dit simplement, vous avez dit que vous feriez ça, vous ne l'avez pas fait. Très bien, on continue à vous assurer. Par contre, tout ce qui est en dessous d'1 million d'euros, c'est vous qui assumez. Et ça change la donne. Des franchises à 500 000 ou à 1 million d'euros ne sont pas rares actuellement, mais ces entreprises continuent à pouvoir se couvrir dans toutes les limites qu'a évoquées Mélodie auparavant, c'est-à-dire avec un maximum de 5 millions par assureur, avec des primes majorées, avec des exclusions qui se rajoutent. Mais bon, le partenariat peut être préservé, l'assurance reste disponible. Les entreprises qui ne sont pas assurées. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi ne sont-elles pas assurées? Parce qu'elles ont considéré que c'était un coût supplémentaire, que finalement tout ça n'était pas si grave. Sauf que maintenant, elles se rendent compte que c'est grave et l'assureur qui aimerait bien augmenter sa collecte de primes, lui, par contre, est très hésitant puisque le risque n'a pas été souscrit auparavant, c'est-à-dire que le risque a été négligé. Et donc que le risque est potentiellement mauvais. Donc, petit à petit, les assureurs vont souscrire, mais uniquement les entreprises qui arrivent à convaincre que le risque est connu, quantifié, maîtrisé. D'où l'importance des roadshows et des rencontres directes avec le courtier évidemment, entre l'assuré et l'assureur. Il s'agit d'établir un lien de confiance qui ne peut pas être établi a priori. On est dans une situation où 92% des ETI et des PME ne sont pas assurés.
Donc, il n'y a pas d'expérience, de retour d'expérience. Il n'y a pas de ratio sinistre-prime du passé que l'on peut transposer. Il n'y a pas eu d'identification des risques. Donc, tout ça est très compliqué et ça nécessite la démarche qu'on a déjà évoquée, c'est-à-dire identification, quantification des risques et après, établir le lien de confiance avec l'assureur potentiel. Alors, quelles pistes envisager, Roxane? Alors justement, pour reprendre les propos qui viennent d'être énoncés, l'idée c'est d'instaurer plus de confiance dans la gestion du risque cyber des entreprises pour les assureurs, mais pas que, vis-à-vis aussi de l'entreprise en tant que telle, vis-à-vis des partenaires de façon générale. C'est ne plus courir après le risque cyber, comme on dit, mais plutôt l'anticiper. Comment on fait pour faire ça? Donc effectivement, la démarche a été détaillée. Déjà comprendre quel est notre périmètre de protection et surtout vis-à-vis de quoi on se protège. Parce qu'on ne se protège pas de la même façon quand on est attaqué par exemple par des États que quand on est attaqué par des concurrents ou même plutôt des criminels qui viennent rechercher uniquement des gains financiers. Donc ça, c'est une première étape déjà je dirais, de périmétrage. Qu'est-ce qu'on doit protéger, contre quelles menaces? Derrière ça, les entreprises plus ou moins matures font des analyses de risque. Les analyses de risque, traditionnellement, elles sont dites qualitatives, c'est-à-dire que, bon, je pense que chacun de nos clients a déjà vu ce genre d'analyse où derrière, on classifie les risques comme étant bons, moyens ou médiocres et il y a un plan d'action qui est mis en place, qui est orchestré pour justement améliorer le risque. C'est très important aujourd'hui de continuer et surtout d'améliorer le dynamisme de ces analyses de risque et de la gestion du risque. La menace cyber, elle est tellement évolutive, elle n'est pas statistique, c'est-à-dire qu'on manque de données, on est incapable de prédire aujourd'hui comment va évoluer la menace. Il faut être réactif, il faut être agile et ça passe par la quantification du risque. On est obligé de mettre un coup, en tout cas c'est recommandé, de savoir mettre un coup sur le risque pour derrière orchestrer les bons investissements en gestion de risque cyber. C'est des mesures de sécurité dans les systèmes, c'est de la prévention, c'est de la formation, je dirais du facteur humain dans un terme assez technique, mais en tout cas que les salariés soient les premiers remparts vis-à-vis de la menace, qu'ils aient justement la confiance d'alerter sur des mails frauduleux. Et derrière, effectivement, c'est aussi rationaliser l'achat de la cyberassurance pour qu'on arrive auprès des assureurs en ayant connaissance de notre risque et en sachant qu'est-ce qu'on doit acheter pour justement assurer la pérennité d'une activité sans mettre à mal aussi le marché de la cyberassurance. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est justement, et accompagner aussi d'ailleurs la maturité du marché de la cyberassurance dans une gestion de risque globale. Et le seul langage commun à tous ces acteurs-là, c'est justement celui des finances. Derrière, effectivement, si on veut un peu rentrer dans les détails, il y a des méthodes d'analyse de risque, qui sont les méthodes par exemple EBIOS, qui d'ailleurs permettent très bien d'ajouter de la quantification de risque avec une méthodologie qui s'appelle la méthodologie FAIR. Donc ces choses-là existent. Et en fait, nous, ce qu'on conseille, c'est effectivement aux entreprises de s'accompagner de conseils, mais aussi d'outils, parce que c'est les outils qui permettent le dynamisme et la capitalisation sur les analyses de risque. Alors, la gestion du risque est effectivement indispensable aujourd'hui pour pouvoir s'assurer ou pour pouvoir renouveler le contrat d'assurance cyber. De façon même plus globale, la gestion du risque est un indispensable parce que plutôt que de raisonner uniquement sur le plan assurantiel, il est vrai que la gestion du risque profite en premier lieu à l'entreprise qui évidemment gagne à réduire sa fréquence de sinistre et les impacts qui peuvent être associés à la réalisation même de ces événements. Donc, ce que l'on peut dire aujourd'hui, donc spécifiquement sur le risque cyber, c'est qu'aujourd'hui, un risque qui n'est pas maîtrisé ne fera pas, et on le voit, ne fera difficilement en tout cas l'objet d'une assurance. Il y a des prérequis qui sont extrêmement stricts et communiqués par les assureurs. On voit pour un certain nombre de nos clients des assureurs qui, parce qu'ils ne remplissent pas certaines conformités, refusent d'étudier le dossier. Donc, c'est un refus catégorique de souscription.
La gestion du risque aura nécessairement un impact positif sur l'évolution à terme des expositions et influencera forcément positivement aussi les fameux scoring ratings qui, eux, ont un rôle important sur la souscription côté compagnie. Ce qu'on encourage également, c'est la transparence vis-à-vis évidemment des courtiers et des assureurs sur le mode de fonctionnement de l'entreprise, sur sa politique de prévention, sur les investissements qu'elle réalise pour renforcer ses niveaux de sécurité et la protection de ses données. Parce qu'évidemment, les courtiers et les assureurs ont un retour d'expérience très intéressant et enrichissant pour l'entreprise sur justement les sinistres et comment il convient d'ajuster un certain nombre d'aspects techniques au sein de l'entreprise pour arriver à des niveaux de conformité qui soient satisfaisants pour l'entreprise et pour l'assureur, évidemment. Ce que l'on encourage également pour justement bien travailler sur les questionnaires et bien préparer les réunions de souscription, c'est pour l'entreprise de mettre vraiment toutes les parties prenantes autour d'une même table, de les impliquer, de les associer à cette démarche, de ne pas travailler en silo, ce que disait à juste titre Roxane en introduction de ce webinaire, parce que forcément les opérationnels, les membres direction générale, les risques managers, les équipes évidemment informatiques auront forcément chacun un prisme intéressant, souvent complémentaire, et une lecture du risque propre, qui fait que c'est un exercice qui est très enrichissant et qui permet de livrer à l'assureur et au marché la vraie vision finalement du risque. Donc c'est un exercice qu'il convient évidemment d'anticiper, de bien préparer compte tenu des enjeux qu'on a évoqués. On encourage aussi, donc en complément de cet exercice-là, de communiquer sur, et de ne pas hésiter à communiquer sur les investissements, encore une fois, sur les budgets alloués régulièrement au profit de la gestion du risque. C'est aussi dans le cadre des réunions de souscription pour l'entreprise de revenir sur un incident peut-être particulier qu'elle a su bien gérer et pour montrer par les faits à l'assureur qu'elle est mature, qu'elle a des process qui fonctionnent et qu'elle sait faire face à un certain nombre d'événements qui relèvent de sa responsabilité et que l'assureur sera bien là uniquement pour prendre en charge le risque exceptionnel, celui qui ne peut être géré par l'entreprise à elle seule, de par les moyens, les ressources qu'elle a. Et enfin, bien sûr, communiquer sur la culture de l'entreprise et sa sensibilité par rapport à la gestion du risque. Évidemment, n'hésitez pas, si c'est bien le cas pour votre société, de mentionner que vous avez une implication de votre direction générale sur ces sujets-là, parce que c'est souvent ces sponsors qui sont à l'œuvre, alors bien sûr en complément des actions qui sont menées par les départements risques et assurances, mais le fait d'avoir l'implication de la direction générale aura nécessairement un impact et une oreille attentive des assureurs. Donc, n'hésitez pas à communiquer là-dessus et à vous appuyer aussi sur, on l'a dit, votre courtier pour la bonne préparation et la bonne anticipation de ces étapes préalables. S'agissant des perspectives de marché, je vais laisser Jean-Marc vous en parler. Alors, les perspectives de marché, comme on l'a vu, les assureurs n'ont tout simplement pas l'argent pour payer les sinistres. Donc, à partir de là, que faire? Eh bien, augmenter la collecte de primes, tout simplement. Donc, la solution de facilité, ça consiste à aller voir le client en disant, bah voilà, ça va faire 30 ou 40 ou 50% de plus l'année prochaine. Et avec une franchise beaucoup plus importante, bien entendu, comme ça, on payera moins de sinistres, on aura plus de primes. Ça marche actuellement, ça ne dure pas très longtemps. La vraie solution consiste évidemment à augmenter le nombre de clients assurés et donc à souscrire progressivement l'ensemble de ces ETI et PME très nombreuses qui actuellement ne trouvent pas de couverture. C'est comme ça que la prime rentrera pour faire face au paiement des sinistres. Donc, actuellement, c'est la mauvaise maîtrise des risques, mais on vous a montré qu'il y avait quelques solutions qui font que les assureurs rechignent à prendre de nouveaux clients.
Alors, une solution de type CatNat est-elle envisageable? Elle aurait un avantage, c'est que tout le monde serait immédiatement couvert. Par contre, elle ne distinguerait pas entre celui qui fait des efforts et celui qui n'en fait pas, celui qui maîtrise son risque et celui qui ne le maîtrise pas. Donc, c'est une solution qui ne serait pas viable et qui coûterait immédiatement, en termes de primes, ce serait tout de suite, très vite, considérable. Donc, c'est une solution qui n'est pas réellement envisageable. Ensuite, la réglementation continuera à évoluer. Il y a eu des débats sur le ransomware. Est-ce que les rançons doivent être couvertes par l'assureur ou non? Il y a du pour, il y a du contre. La réalité, c'est que si vous payez une rançon, on vous donne une clé de déchiffrement qui aura toutes les chances de ne pas réellement fonctionner. Et derrière, par contre, vous aurez alimenté une industrie du rançon qui, elle, continuera à prospérer. Donc, l'idée, ce sera d'éviter, voire d'interdire carrément le paiement des rançons. Et évidemment, progressivement, il faudra généraliser la souscription de l'assurance cyber, mais ça se fera comme pour tous les autres types d'assurance en fonction des mérites de chaque risque. Et enfin, les solutions captives, évidemment, là, c'est une solution immédiate si vous avez une captive. Si vous n'avez pas de captive, c'est quelque chose qui ne peut pas s'envisager à court terme. Avoir une captive, ça veut dire au minimum 1 million d'euros de prime d'assurance. Ça veut aussi dire changer complètement de philosophie, devenir assureur et respecter notamment les règles de solvabilité 2. Donc tout ça, ça peut être intéressant, mais la faisabilité doit d'abord être testée et étudiée. C'est une solution qui peut s'envisager pour janvier 2023. Il n'est évidemment pas possible d'envisager ce genre de solution à court terme. Par contre, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a un petit aspect positif, c'est qu'on voit des intervenants qui arrivent et qui apportent de la capacité de souscription en complément des lignes de base existantes. Donc, on peut penser qu'il va devenir relativement plus facile, une fois que vous avez une garantie de 5 millions, de rajouter 5 autres millions avec un autre intervenant. Donc, il y a quand même une petite lueur d'espoir sur ce marché. Alors, le mot de la fin. Donc, pour revenir au titre de notre webinaire, vers une nouvelle ère de la cyberassurance, Change or Die, vous l'avez compris, le message qu'on a souhaité vous partager ici, c'était en quelque sorte une alerte par rapport à la fragilité de ce marché, un marché qui demeure toutefois nécessaire pour les entreprises, pour se prémunir d'un risque qui ne cesse d'évoluer et d'avoir des impacts majeurs financiers qui pèsent sur l'entreprise. Donc évidemment, entre Change and Die, on est tous d'accord autour de la table pour promouvoir le change. On espère que ce marché qui aujourd'hui reste fragile saura s'adapter, se renforcer. Ce sera très certainement un change commun, les entreprises d'une part, et on espère qu'elles seront de plus en plus nombreuses, je pense en particulier au segment des ETI, à souscrire à ces contrats d'assurance pour contribuer à cette forte mutualisation du risque qu'évoquait Jean-Marc, qui manque aujourd'hui cruellement sur le marché et qui contribue à ce déficit pour les assureurs. Et puis c'est aussi au marché de l'assurance, je pense à chacun des acteurs auxquels on s'associe pleinement, courtiers, l'association du management des risques et l'assurance des entreprises qui œuvrent déjà beaucoup pour promouvoir ces contrats et faire en sorte qu'ils soient accessibles à toute entreprise. Eh bien, c'est de continuer en ce sens, de continuer à communiquer sur les bénéfices de ces contrats, sur ce qui est bien couvert, sur ce qui ne l'est pas et ce qui ne doit pas l'être parce que ça ne relève pas du champ de l'assurance. Mais en tous les cas, on encourage vivement ce change au profit d'une pérennité, on l'espère, retrouvée sur ce marché.
nous arrivons donc au terme de ce webinaire. On va laisser place aux questions. On vous remercie en tout cas de votre participation. Merci beaucoup. Alors, a-t-on des questions? Une première question. Alors, en dépit du marché de l'assurance haussier, encouragez-vous tout de même à la souscription à l'heure actuelle d'un contrat d'assurance cyber? Alors, c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Alors oui, on encourage vivement la souscription de ces contrats parce que, outre l'aspect prise en charge, indemnisation par l'assureur, il y a un premier volet qui est susceptible d'intéresser un certain nombre d'entreprises, qui est le volet qu'évoquait Jean-Marc, sur l'assistance et la gestion de crise. C'est-à-dire que c'est un contrat d'assurance qui est très particulier parce qu'il y a ce volet opérationnel qui peut être bien utile pour les entreprises qui ne sont pas forcément équipées en interne d'experts très pointus sur la résolution d'incidents type cyber. Donc oui, ça fait partie des atouts qu'ont ces contrats. Alors, ce que l'on encourage évidemment avant de souscrire à l'assurance, c'est déjà de faire un gros travail d'analyse sur le risque, parce que la question, c'est aussi pour l'entreprise de savoir ce dont elle a vraiment besoin et quel niveau de couverture souscrire. Donc, il y a cette étape préalable qu'il convient de prévoir et d'anticiper avant même de passer à la souscription. Alors, Y a-t-il des assureurs à privilégier pour ce type d'assurance? Y a-t-il des assureurs à privilégier pour ce type d'assurance? Alors, comme on l'a dit au cours de la présentation, les assureurs cyber deviennent une denrée rare. On est sur un marché qui se restreint. Alors, fort heureusement, oui, il reste des assureurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des produits aujourd'hui cyber qui sont adaptés au profil de l'entreprise. Que vous soyez une entreprise PME, une ETI ou un grand compte, on n'aura pas tout à fait la même approche de souscription. Les contrats peuvent être davantage sur mesure selon le profil de votre entreprise. Donc oui, il y aura des assureurs à privilégier selon la taille de votre entreprise. Néanmoins, l'expérience montre qu'on ne peut pas se priver d'un acteur aujourd'hui. Il faut avoir une approche très large finalement du marché pour s'assurer d'avoir un maximum de chances qu'une compagnie s'intéresse à votre risque et vous propose une offre qui soit la plus pertinente possible. C'est vrai qu'aujourd'hui, la sélection se trouve plus côté assureur que côté assuré. Néanmoins, si vous avez la chance d'avoir le choix entre plusieurs assureurs, et notamment savoir où les positionner, par exemple, à plus proche de votre risque, c'est intéressant de regarder la solvabilité financière des assureurs, mais bon, aujourd'hui, c'est assez peu questionné, et aussi l'expérience dans la gestion des sinistres. De regarder justement quel type de sinistre ils ont géré, à quel type de montant, etc. Et surtout avec quels acteurs ils travaillent, justement, comme le disait Mélodie, dans la gestion du risque cyber, parce qu'il y a des acteurs qui ont plus ou moins d'expérience sur savoir résoudre une crise cyber. Donc, c'est aujourd'hui des questions que les clients regardent de plus en plus, et notamment avec le RSSI, donc responsable des systèmes et de la sécurité des systèmes d'information, savoir qui va accompagner la gestion de crise d'entreprise côté assureur. Et un dernier point, c'est qu'on a effectivement beaucoup d'assureurs qui se sont retirés du marché, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils considèrent qu'ils ont mal appréhendé le risque. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas revenir. Ils sont justement dans une dynamique de change. Ce sont des assureurs, ils veulent évidemment couvrir le risque, mais en s'y prenant différemment. Et ce sont des réflexions qui sont en cours actuellement, dont on bénéficiera probablement d'ici 1 ou 2 ans. Mais effectivement, actuellement, on est dans une situation de crise avec peu d'intervenants, mais il n'y a pas de doute sur le fait que des acteurs vont revenir. Merci pour cette nouvelle lueur d'espoir. Alors, nous n'avons pas d'autres questions.
Merci encore à tous pour votre participation et bon courage pour vos renouvellements cyber ou votre souscription à venir, on l'espère. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Bonne journée.